En panne de sens, le podcast Intellopratique qui a l'ambition d'expliquer une époque, la nôtre, où plus rien ne semble en avoir de sens. Nous sommes Yann, Sébastien et moi-même Luc. Comme pas mal de gens, nous avons la conviction que l'avenir est de plus en plus menaçant, absurde, malhonnête et stupide. Nous ne sommes experts en rien, mais nous proposons notre explication du monde avec une dose de référence intello et une dose d'opinion personnelle. Quelle est la date ? Nous sommes le dimanche 11 janvier 2026. Eh bien, aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet que je vous ai proposé et que vous n'avez pas compris. Le sujet du jour, c'est « Vivons-nous dans un pays en voie de sous-développement ou un pays en voie de tiers-mondisation ?» Et moi, je vous avais parlé de sous-développement, un pays en voie de sous-développement, une notion que je pense avoir inventée. Je ne suis pas... Forcément, quelqu'un l'a inventée, mais j'ai pas trouvé. J'ai pas trop cherché non plus, à vrai dire. Tu es la seule source qu'on a trouvée. Hein. C'est ça. Et vous avez compris, tiers-mondisation. Et en soi, on en parle maintenant parce que ça nous a semblé vachement intéressant comme incompréhension. Et révélateur. Et du coup, ça a permis de réfléchir à des choses qui vont être... C'est-à-dire, effectivement, on en avait parlé entre nous, mais que, en fait, ça révèle aussi nos biais. C'est-à-dire que tu définis un truc d'une certaine manière, et nous, on y colle un mot qui est un mot super à la mode, mais qui n'est pas forcément le plus pertinent, mais je reviendrai là-dessus. Oui. Donc voilà, donc on va voir pourquoi on s'est un peu mélangé les pinceaux là-dedans, parce qu'effectivement la notion de tiers-mondisation, c'est quelque chose qui existe dans les médias, enfin dans le paysage médiatique et en général, et qui n'est pas neutre, on verra en détail. Mais avant de parler de tout ça, on a cette habitude de parler d'actualité, de ce qui nous marque dans l'actualité immédiate. Yann, toi, qu'est-ce que c'est ? Alors, je ne vais pas en tirer de grandes conclusions, parce que pour nous, vu d'ici, c'est quand même totalement opaque, mais c'est ce qui se passe en Iran en ce moment, qui m'intéresse beaucoup. Quoi, exactement. Pardon ? Qu'est-ce qui se passe ? Alors, on est parti sur des émeutes contre la vie chère et qui se sont transformées en... alors, je ne sais pas si c'est les prémices d'une révolution ou pas, mais en un mouvement qui est anti-gouvernemental et qui veut renverser le gouvernement. Est-ce que ce qui s'est passé avec Maduro leur a donné des idées ? Je ne sais pas. Je ne le souhaite pas forcément, parce que c'est pas le truc le plus souhaitable, mais bon. Mais en tout cas, voilà. Mais pour l'instant, effectivement, c'est très opaque. En plus, l'information circule mal, parce que couper tous les réseaux à l'échelle de tout un pays, forcément, c'est difficile pour savoir ce qui se passe dedans. Donc, je suis ça avec pas mal d'attention et j'attends de voir. Sébastien, je suis désolé, je ne peux pas aller plus loin dans l'analyse du truc, parce qu'il se passe quelque chose. Il se passe quelque chose visiblement d'assez important et dont on ne sait pas grand-chose, finalement. Voilà, on ne produit pas un podcast à un rythme effréné. Et donc, ça fait 2-3 jours, c'est très récent. Attends, ça fait des années que ça couve des révolutions en Iran, donc peut-être que si quelqu'un écoute ce podcast dans 2 ans ou dans 3 ans, il dira « Ah, mais c'est super d'actualité !» Peut-être. Oui, peut-être, voilà. moi, des printemps arabes. Bon, en ce qui me concerne, je vais parler d'un sujet assez neuf, dont on parle assez peu souvent, c'est Donald Trump. Les États-Unis, en fait, alors, il ne se passe pas une semaine sans qu'il y ait une dinguerie ou un truc d'actualité qui nous fasse sursauter, notamment en France, notamment quand on est un tout petit peu progressiste dans l'âme. Et là, ce qui s'est passé il y a quelques temps, dans quelques jours, c'est la mort d'une automobiliste, Renée Nicole Good, mère de famille de 37 ans, qui a été abattue par l'ICE, donc la police anti-immigration de Trump, à Minneapolis. Et il se trouve que ça fait beaucoup réagir, même si l'ICE n'en est pas à sa première bavure, même si on ne peut pas passer à une... Quand c'est la règle, quand c'est le système, on ne peut pas dire que c'est une bavure, on va dire que... Voilà. Et puis, à sa première exaction. De manière générale, il y a des gens qui bavent, mais c'est un truc de genre un peu sénile. Enfin, je veux dire, baver, c'est pas faire ça, quoi. C'est pas tuer des gens, a priori. Non, voilà. Ça. Donc, on va appeler ça... Le terme, il m'énerve, en fait. Oui, on est d'accord. Bavure, c'est un moyen d'euphémiser ou de faire que la règle passe pour l'exception. Mais donc, voilà, l'ICE, qui a déjà eu des dizaines de morts en détention sous sa garde, et là, c'est la 5e personne qui meurt interpellée directement par l'ICE. Il se trouve que cette fois-ci, manque de bol, ça a été filmé. C'était une mère de famille. Elle était blanche. Oui, donc, c'est grave, ça. Oui. Voilà. Du coup, ça fait beaucoup plus réagir que quand c'est un latino dont personne n'a vu les images. Et ce qui est intéressant, c'est pas tant cette bavure que la façon dont c'est traité par Trump, comme ce qui s'est passé avec Charlie Kirk aussi, c'est-à-dire, et Trump et son administration, en fait, ça devient une espèce d'accélérateur de la fascisation. Oui. Et en l'occurrence, ce qui se passe, c'est que dans le discours actuel du pouvoir américain, du pouvoir trumpiste, ça devient un prétexte pour accuser, pour se remettre en question, bien sûr, ou la politique anti-immigration de Trump, mais plutôt pour dire, vous voyez, les policiers sont obligés de se défendre parce qu'ils sont harcelés
harcelés par l'extrême gauche, et on en vient à parler, comme le vice-président il y a encore quelques temps, de terrorisme intérieur. Donc on profite quelque part, et c'est absolument hallucinant, de la mort d'une innocente qui voulait juste éviter un contrôle par des gens armés et visiblement dangereux. Cette personne, sa mort devient le prétexte pour accélérer encore la répression contre l'extrême gauche. Ouais, et puis la rhétorique de l'ennemi intérieur, c'est un truc qui est à peu près vieux comme l'autoritarisme, quoi. C'est ça, et qui y a eu, dans tout ce qui est totalitarisme, etc., est complètement dedans, et le fascisme, et ça fait partie de la méthodologie pour faire basculer le pays dans l'autoritarisme, de semer le chaos, d'utiliser la violence pour ensuite dire ah ouais mais on ne fait que se défendre et regardez vous êtes tous hostiles contre nos mecs surarmés. Et en réalité ça existe même avant, hein. Enfin sur Mastodon je suis un type qui est un noir américain et qui il y a plusieurs mois déjà disait en gros vous êtes en train de vous plaindre d'être traités comme des noirs, c'est-à-dire que quelqu'un qui fait un truc louche et qui se fait cribler de balles aux États-Unis par la police, on appelle ça des un années lundi, que ça arrive, quoi. Enfin, et ce truc est terrible. Et en France, on a... C'est même d'ailleurs à cause de ça que les Black Panthers ont été créés au départ. Ouais. Et en France, on a plein de débats sur justement le droit de la police à tirer sur les gens qui font des délits de fuite, ce que faisait cette femme-là. A priori, elle roulait vraiment pas vite et elle s'est juste pas arrêtée. Hein, donc voilà. Mais on a ce même genre de problématique en France. Avec des policiers qui ont criblé de balles des voitures parce que les gens voulaient pas s'arrêter ou essayer de redémarrer ou quoi. Et là, ce qui m'a le plus marqué dans cette histoire-là, qui est à la fois un épiphénomène et en même temps quelque chose de très, très révélateur, c'est la façon dont les images montrent clairement qu'il y a eu une exécution sommaire, on va dire. Oui. Le policier, sa vie n'était pas en danger. Il a tiré sur une femme non armée qui conduisait sa voiture et qui voulait juste partir parce qu'encore une fois, bizarrement, là, ça n'a pas une très bonne réputation. Tu veux dire que les gens ont peur des flics ? Oui, mais c'est fou. Même s'ils n'ont rien fait. Et surtout, le truc, globalement, c'est que les officiels n'arrêtent pas de dire des choses qui contredisent ce que les gens peuvent voir de leurs propres yeux sur la vidéo. Mais on a les mêmes problématiques chez nous. Enfin, je veux dire, avec les gilets jaunes qui sont faits mutiler, etc. Là, on a pas mal parlé ces derniers temps parce qu'il y a eu le procès d'une jeune femme qui s'est fait défoncer la tête à des photos où je crois qu'elle a des séquelles à vie, etc. par 4 policiers. Et c'était juste une vendeuse de fringues qui rentrait chez elle. Donc c'est-à-dire que tu n'as même pas... à la limite, tu peux dire le gilet jaune fait brûler les ronds-points et mérite ce qui lui arrive, si tu es dans une logique autoritaire, violente, etc. Mais là, c'est même pas le cas. Et même pareil. Ah non, elle avait le grand tort d'habiter sur place, attention. C'est ça. Et même sur des cas aussi évidents, les policiers prennent... Enfin, on les retrouve jamais parce que l'institution, bizarrement, ne retrouve pas qui était là, etc. Et, enfin, Non, il y a plein d'exemples comme ça en France et ailleurs. On pense à Sainte-Soline avec le fameux et incroyable terrorisme, écoterrorisme, qui fait brûler la France et qui fait exploser des bombes à tous les coins de rue, comme on le sait, et qui a été un prétexte utilisé par Darmanin pour la répression à Sainte-Soline. Mais moi, ce qui vraiment m'hallucine, m'effraie et en même temps me fascine, c'est le fait qu'en fait, l'État américain, le pouvoir qui est en train de se fasciser, de devenir autoritaire, utilise ses propres manquements ou les trucs les plus éclatants de son échec pour accélérer encore la cadence. Et ça, c'est vrai que c'est assez fascinant en te disant, la prochaine fois qu'il va se passer un truc où il va être évident que c'est scandaleux, ça devrait révolter les gens, ça va être, encore une fois, et c'est dramatique, un moyen supplémentaire ou un prétexte supplémentaire pour aller plus vite. Et ça démontre toute l'importance des médias, parce que ce jeu-là, tu peux y jouer à partir du moment où tu contrôles suffisamment les médias et tu arrives à injecter l'aversion et les idées et toutes les émotions relatives à cette vision des choses, alors que si tu arrives à mettre dans la tête des analyses alternatives ou des gens qui disent regardez, etc., les choses sont moins évidentes. Ouais, mais ça fait depuis Rednecking qu'ils y travaillent, en fait. Parce que ça a été vraiment le premier cas de... filmé et documenté, on va dire. Ouais. Et puis après, avec l'émergence des réseaux sociaux, ça s'est accéléré, mais c'est un truc, ça fait effectivement, ils y travaillent depuis fort longtemps. Alors moi, je vous parlais de quelque chose qui n'est pas tout à fait de l'actualité, mais que j'ai trouvé très symptomatique. Donc c'est un article de l'Humanité qui est intitulé « Être un petit escroc en France, c'est l'assurance d'être heureux ». Une note ordonnance le classement automatique des plaintes pour les délits financiers mineurs. Donc un truc que l'Humanité, document sur lequel l'Humanité a pu mettre la main, qui émane du procureur de Pontoise et qui demande aux policiers de classer certaines plaintes. Et en gros, il veut désengorger le tribunal et donc dès qu'il y a des petites sommes en jeu, il ne se passera rien, quoi. D'accord. Et je trouve ça
très intéressant parce que dans tous les débats avec les politiciens, politiciennes de piètre qualité qu'on a, et les médias qui vont porter les sujets pour faire du scandale, etc. Ça me semble, ce sujet-là me semble intéressant, parce que c'est objectivé par un document, et ça montre que c'est typiquement le genre de comportement sur lequel l'extrême droite va surfer, hein. Et que, oui, effectivement, il y a des vrais sujets de laxisme. Et le français moyen qui n'existe pas est effectivement bien moins protégé, et on s'en fout, et on va laisser les choses dériver, et laisser des prédateurs dans la société tant qu'ils ne sont pas suffisamment gros ou quoi. Mais même s'ils sont gros, pense à l'accord qui a été trouvé pour le scandale des Cum-Cum. Oui. Voilà. Il faut pas être entre les deux, quoi. C'est soit t'es un super escroc très haut niveau, soit t'es un petit escroc, mais faut pas. Voilà. Si tu veux faire carrière, il faut choisir ton camp, quoi. Ouais. Soit t'es maire de Levallois, soit tu. Voilà. C'est ça. Et encore, il y a plus gros. Mais... Alors on va se lancer sur notre sujet principal. C'est vrai qu'on a beaucoup divergé, si je puis dire. Et je vais pas faire du déproche, tout le monde sait à quoi je pense. Donc Yann, tu vas nous parler d'un peu des définitions autour du sous-développement, de ces genres de choses-là. Oui, et donc du mot tiers-mondisation aussi qu'on a mentionné, puisque tout est parti, enfin pas tout, mais on est quand même parti sur un malentendu initial. J'ai même été surpris effectivement de la vitesse à laquelle j'ai repris quand le mot est apparu dans les conversations, je me le suis approprié sans me poser de questions, parce qu'il est tellement présent finalement dans la sphère médiatique qu'on n'y fait plus attention et on la colle à ça. Le problème, c'est que quand j'ai cherché à le définir, parce que moi j'aime bien définir les mots, c'est bête, ou les expressions, j'ai fait une recherche assez basique pour commencer, sans activer mon VPN, avec un OS en français, avec un navigateur en français, etc. Donc j'ai eu essentiellement des articles en français. Et en tapant tiers-mondisation, déjà, on va commencer par ça. Qu'est-ce que je suis tombé ? Je suis tombé sur une page de résultats avec essentiellement des articles de presse, de Causeur, Valeurs Actuelles, CNews, Brésinfo, un truc qui s'appelait Ligne Droite que je ne connaissais pas. Bon, donc c'est un super nom de journal. Pardon ? Je trouve que c'est un super nom de journal. N'est-ce pas ? Et du coup, voilà, en cherchant la définition, je me suis rendu compte que c'était déjà un élément de langage qui était ultra exploité politiquement, et on voit bien par qui. Et qui est corrélé, moi je me suis contenté j'ai honte, de regarder le titre de ces articles, parce que je voulais pas leur faire des vues, en fait. Donc voilà. C'est corrélé, en fait, surtout à une recherche de responsables, évidemment. Ça, j'y reviendrai. Donc, mais de fait, par contre, j'ai pas trouvé de sujet académique autour de ce mot. Pas encore. Ça viendra sûrement, parce qu'il est de plus en plus omniprésent, mais pas de recherche, il n'y a pas de consensus autour de ça. Donc en fait, l'expression tiers-mondisation ou tiers-mondialisation, non seulement elle est effectivement exploitée politiquement, mais en plus, en fait, c'est une expression qui n'est pas réellement définie. Enfin, c'est pas une définition académique validée, etc., etc. Donc, c'est a priori une chose qui est sans existence spécifique, en fait. C'est vraiment un mot valise dans lequel on met plein de choses. C'est comme islamo-gauchisme ou woke, en fait. Oui, à part que là, c'est des vrais mots valises, islamo-gauchisme, alors que tiers-mondisation, c'est aussi un mot valise. Le tiers-monde, ça fait longtemps qu'il existe et longtemps qu'on le pratique, disons. Et du coup, ça fait longtemps qu'il n'a plus d'actualité, en fait, en plus. Oui, alors, on va en parler. Nous le dire, il y a probablement jamais eu totalement. Mais... Ouais. Là, justement, puisque le mot tiers-mondisation n'est pas encore défini, il est sûrement défini dans l'esprit des gens qui l'utilisent, mais d'une certaine manière. Du coup, on va s'attaquer à la définition du tiers-monde. Déjà, c'est un truc qui est un peu gênant, c'est hyper contextuel, c'est un terme qui est hérité de la guerre froide. C'est-à-dire que c'est un terme qui est purement politique, en fait, qui n'est pas du tout économique, qui ne parle pas de développement des pays, etc., etc. On est vraiment sur un truc, un fourre-tout. En gros, il y avait le monde occidental, l'OTAN, etc., etc. Il y avait le pacte de Varsovie et ses alliés et tout ça. Et puis tout ce qui rentrait près dans ces deux catégories, on en a créé une troisième, et c'était le tiers-monde. C'était un grand sac dans lequel on mettait à peu près tout et n'importe quoi, parce que finalement, tout ce qu'on appelait les non-alignés, en fait, rentrait dedans. Donc c'est un truc purement politique. En gros, ça veut dire que t'es ni côté OTAN, ni côté pacte de Varsovie, et c'est tout, en fait. C'est juste ça, le tiers-monde. Et en fait, c'est un mot qui a du sens dans ce contexte-là, qui est plus le contexte d'aujourd'hui, et en plus, qui met dans le même panier. Comme je disais, c'est vraiment le grand sac dans lequel on jette tout le reste, quoi. Et je suis pas convaincu que la Bolivie, les Philippines, Madagascar et le Mali aient les mêmes enjeux et les mêmes identités culturelles. Enfin, tu vois, pour moi, ça a pas beaucoup de sens, en fait. Cela étant dit, il y a eu quand même un mouvement à une époque de ce qu'on appelait les non-alignés. C'est ça. Mais peut-être que je suis en train d'empiéter sur la suite de ta chronique. Non. Les non-alignés, effectivement, c'était une tentative. Le problème, c'est qu'il y a eu plusieurs, en fait, tentatives.
Il y a eu aussi des tentatives panafricanistes, par exemple, etc. Enfin, dans tous les continents, il y a eu des tentatives un peu similaires qui ont eu lieu. Par exemple, en Amérique latine, tu as le bolivarisme. Tiens, d'ailleurs, il me semble que le parti de Maduro, c'était un parti qui se réclamait bolivarien. Il faudrait que je vérifie. Oui, mais, oui. ouais. Donc, tu sais, c'est cette culture du libérateur, unificateur de l'Amérique latine, etc. Donc bon. Mais pour en revenir au sujet, ouais, le tiers-monde, c'est quand même un truc qui est très très vague. Vu que c'est un truc très politique lié à un contexte qui a disparu dans les années 90, qui s'est reformé autrement, mais bon, je trouve que ça a plus beaucoup de sens de parler de tiers-monde, quoi. Et au fil du temps, on a trouvé d'autres concepts, justement, qui sont les pays en voie de développement, les pays émergents, etc., etc. Où là, par contre, ça repose sur des critères, on va dire, plus génériques. Le plus souvent, c'est l'IDH qui est utilisé, en tout cas pour le critère de développement. L'IDH, c'est justement l'indice de développement humain, qui est un truc qui a été créé dans les années 90, si je me souviens bien, et qui, en fait, calcule la notion, justement, de développement en mélangeant à la fois la partie santé, éducation et niveau de vie. C'est 3 marqueurs différents, et quelque part, je pense à supposer qu'une telle chose existe, que c'était en gros quelque chose qui était un marqueur de l'existence ou de l'émergence d'une classe moyenne dans un pays où il n'y avait pas, ou en tout cas elle était toute petite, etc., quoi. Pour en revenir justement au mot initial de tiers-mondisation, mais aussi à toutes les notions qu'il y a derrière, moi j'ai noté que ça rejoignait en fait 3 autres mots valises très utilisés actuellement aussi, et en fait qui se recoupent. Et qui se recoupent de manière, on va dire qu'il y a une espèce de rétroaction permanente entre ces 3 éléments qui s'amplifient mutuellement, quoi. D'un côté, tu as la notion de déclassement, qu'on entend aussi beaucoup, qui est très à la mode et qui a émergé à peu près en même temps justement que cette notion de tiers-mondisation. Donc là, ça se joue plus à l'échelle, on va dire, individuelle, enfin c'est plus ressenti à l'échelle individuelle ou familiale, etc., etc. Il y a aussi la notion de vassalisation ou de dépendance en fait de l'État, avec plusieurs niveaux de dépendance, où là ça se joue plus au niveau collectif, mais au niveau État. Et la troisième, c'est tout ce qui est en rapport avec le déclinisme, au sens très très large. C'est-à-dire que ça peut être un déclin considéré comme culturel, politique, militaire, ou économique, ou même moral, dans l'esprit de certains, etc., etc. Et en fait, ce qui est assimilé justement dans l'esprit des gens qui emploient ce terme, c'est ces 3 trucs-là qui s'entrecroisent justement et qui se répondent et qui s'auto-alimentent en fait. Je vais risquer quand même à t'interrompre. Tiers-monde et tiers-mondisme, je trouve ça intéressant comme terme et très particulier parce que ça décrit pas juste un État, mais ça fait référence à de la politique. Le tiers-monde, ça fait référence et écho au tiers-État. Et l'idée, effectivement, du tiers-monde, c'est une grande partie de la population mondiale qui est dominée, mais peut-être ça laisse ouverte la possibilité un jour du retournement et d'une révolution. Alors quand tu parles de déclassement ou de sous-développement, à la limite, la seule chose qu'il peut faire, c'est rattraper. J'ajoute un petit côté fact-checking. En fait, tiers-monde, c'est une expression au départ française de 52. Absolument. Par un démographe et un sociologue. Donc je pense qu'à l'origine, il y avait quand même cette idée de rapport au tiers-État. Tout à fait, oui. Ouais. Et alors, c'est marrant parce que j'ai parlé de la notion de déclassement. D'ailleurs, c'est un truc qui a été analysé par Raymond Aron dans les années 60 et par Foucault dans les années 70, mais c'était dans le contexte de leur époque que ça a été analysé, donc c'est plus forcément pertinent. En gros, ce qu'il disait, c'est qu'on produisait un nombre de diplômés qui seraient forcément déçus quand ils arriveraient sur le marché du travail. Ce qui en soi est vrai. Mais à ce moment-là, on ne disait pas qu'ils seraient déçus parce qu'ils ne trouveraient pas de boulot. On disait qu'ils seraient déçus parce qu'ils trouveraient un boulot qui ne serait pas à la hauteur de leurs espérances, etc. Mais alors, donc en plus, effectivement, de cette notion de déclassement, ça recoupe aussi pas mal la notion de vassalisation, comme je le disais. Et elle est très forte parce qu'effectivement, le tiers-monde, c'était aussi des États qui étaient dépendants économiquement, politiquement, voire militairement des autres, quoi. Si tu vas justement en pleine guerre froide, quand tu avais une guerre, mettons au Vietnam, à tout hasard, très clairement, ni le Nord ni le Sud n'auraient eu les moyens de soutenir cette guerre sans être perfusés militairement par l'un et l'autre, quoi. Donc il y a ce côté-là de totale dépendance. Alors après, il y a 3 degrés, je dirais. Il y a effectivement la dépendance, une dépendance qui est moins visible, moins flagrante, mais qu'on peut sentir. En Europe, on parlait il n'y a pas longtemps, et Luc, tu vas m'éclairer là-dessus, mais de tous les pays qui achètent des F-35. Oui. Bon, si jamais, mettons, Dudul, qui fait ses gros bras sur le Groenland, décide de l'envahir et qu'on décide de le défendre. Ça me paraît quand même très, très exagéré, mais bon, admettons. On va juste se retrouver avec tous les pays qui ont acheté ces avions-là, les avions ne vont pas pouvoir décoller. En gros, il y a une dépendance qui s'installe où c'est plus l'État qui choisit
quelle guerre il déclare. Enfin si, il peut choisir quelle guerre il déclare, mais un État extérieur peut dire ah mais non, celle-là j'en veux pas, tu vas pas pouvoir la faire avec mes moyens, quoi. Donc voilà, ça c'est le truc, c'est qu'entre dépendance et vassalisation, c'est pas toujours évident justement de trancher, quoi. Et donc la vassalisation, là, c'est le coup, c'est plus effectivement un truc où tu vas installer un État dominé très clairement. On va voir ce qui va se passer, au Venezuela par exemple. Donc, moi je considère effectivement que Porto Rico c'est un peu un pays vassal des États-Unis, c'est-à-dire il a les, on va dire les désavantages d'en faire partie, sans permettre à tout le monde d'être citoyen américain, etc., etc., et les désavantages de ne pas en faire partie. Il a les désavantages des deux sans les avantages, quoi. Alors là, on est typiquement dans cette... Et que j'ai regardé là tout à l'heure, parce que je suis le fact-checker de l'émission Tiers-Monde, et sur Wikipédia anglophone, et effectivement, ils évoquent le fait que c'est au départ une notion qui est française, et qui avait une dimension politique en mode, voilà, on se focalise sur les deux blocs, mais un jour, tu auras le troisième bloc qui est le plus nombreux, qui va se rebeller et qui va se faire entendre. Donc il y avait vraiment une idée derrière de référence à la Révolution. C'est intéressant que ce soit un peu perdu. Oui, et donc ouais, j'ai corrélé ça aussi donc, à une troisième notion, qui est celle du déclinisme. C'est pareil, c'est un truc qu'on entend tout le temps, etc. Et c'est hyper vague, parce que tu peux être décliniste sur plein de choses, quoi, très honnêtement. Tu peux l'être aussi bien du point de vue social, donc, mais ça recoupe des trucs, par exemple, tels que le sentiment d'insécurité dont on parle tout le temps. Quand on nous parle par raccourci d'insécurité tout court, en fait, c'est aussi le sentiment d'insécurité, qui est en augmentation, blablabla, et quand tu regardes les chiffres réels de ce qu'on appelle l'insécurité, en fait, bah, oui, c'est le sentiment qui grimpe, beaucoup plus que l'insécurité réelle. Mais ça peut être aussi tout ce qui concerne l'évolution climatique actuelle, etc., où là, c'est un souci que je rejoins personnellement beaucoup. Donc ouais, le déclinisme, en fait, c'est un terme péjoratif à la base, faut le garder à l'esprit. En gros, qui désigne, qui estime qu'un pays est en déclin, tout simplement. C'est aussi bête que ça. Et c'est vieux. Je me demande même si ça n'a pas un rapport avec tous les trucs eschatologiques. Ça n'a rien à voir avec le caca, hein. J'ai dit eschatologique. Voilà. C'est l'idée que le monde se dirige inéluctablement vers un jugement dernier, blablabla. Même s'il n'y a pas forcément une notion de déclin, en fait, et que dans une perspective religieuse, puisque ça vient de là, c'était au contraire l'aboutissement, parce qu'on pensait que enfin, ce serait le règne de Dieu, etc. Mais je pense que mais ça faisait peur, quand même. Le principe de penser que c'était mieux avant, et d'avoir la nostalgie de sa jeunesse et des temps passés, ça doit être aussi vieux que l'Empire romain. Exactement, c'est exactement ça. Donc ouais, c'est vraiment l'idée qu'il y a un déclin, qui est à la fois économique, culturel, géopolitique, enfin la totale, quoi, climatique aussi. Et en fait, ouais, c'est vieux. Il y a eu au 19e, il y a eu un gars qui a écrit un bouquin qui s'appelle Eugène Hutzer, je crois, qui a écrit un bouquin qui s'appelle La fin du monde par la science. Alors, je trouve que ça en dit long, quoi, sur les perspectives qu'il voyait. Il y a eu après des analyses qui ont été faites, pareil, sur la défaite de 1870, sur la Grande Dépression, et à chaque fois des lectures qui étaient très proches de ça. Malraux avait écrit là-dessus, justement, notamment. Puis après, ça a été les chocs pétroliers, le développement du chômage de masse, etc. Enfin, c'est un truc qui a toujours été là, qui s'est tué un petit peu pendant les 30 Glorieuses, mais en fait, il y a toujours eu cette tendance-là. Toujours. Et effectivement, dans la notion de tiers-mondialisation, il y a cette idée-là aussi, qu'on se dirige vers quelque chose qui va être de moins en moins bien et que c'était mieux avant. Alors, c'est une forme de déclinisme très très forte. Ouais. Toi, je trouve que tu prends beaucoup de précautions, Yann. Arrête de te cacher derrière ton Wikipédia. À un moment, tu crois vraiment que la France est en déclin ? Non, je crois que le monde va pas très bien. Oui. C'est à la fois oui et non, là. Tu nous fais une réponse super tiède. Oui. Eh bien, moi, je vous propose qu'on fasse une pause musicale pour que tu puisses répondre à la question. Sur cette conclusion tiède. Et on se retrouve après pour développer un peu. C'est bien la première fois qu'on me reproche d'être tiède. C'est parfait.
En panne de sens de retour, nous sommes donnés comme mission pour cette émission de savoir si la France était un pays en voie de sous-développement ou un pays en voie de tiers-mondisation. Donc Yann, tu viens de nous expliquer voilà, que dans la notion de tiers-mondisation, en tout cas dans les médias français, elle est très connotée à l'extrême droite. Oui. Voilà, que c'est une notion très politique. Absolument. Et on avait rappelé en et introduction... qui, en dehors du politique, ne veut absolument rien dire, en fait, rien pour dire, l'instant. voilà. Et on avait rappelé en introduction que moi, je vous avais parlé de sous-développement, pays en voie de sous-développement, et que vous aviez entendu une tiers-mondialisation, et qu'en soi, c'était voilà, quelque chose d'assez significatif. Donc pourquoi, moi, j'ai apporté ce sujet de pays en voie de sous-développement Pour moi, c'est de l'idéologie. C'est-à-dire que j'ai eu cette idée, et c'est pas la question de savoir si c'est absolument vrai ou quoi, mais pour moi, c'est une idée qu'on peut utiliser, brandir, tordre. Voilà, ce n'est qu'une idée. Mais les idées sont importantes parce que c'est ça qui va permettre d'éventuellement débattre avec d'autres, contrer des arguments ou peut-être convaincre d'autres personnes. Mais bon, ça, c'est assez peu probable. Alors, donc, le tiers-monde, comme Yann, tu nous l'as dit, c'est une notion très politique. La notion de sous-développement, elle l'est également. On l'a évoqué indirectement tout à l'heure. 49, si je me souviens bien. Je crois que c'est en 49 que le mot a été sorti pour la première fois. Après, c'est des gens qui ont proposé des critères. Tu les as évoqués avec l'indice de développement humain. Donc des critères qui sont des critères plus ou moins objectivables. Mais après, c'est juste le choix de ces critères-là plus que d'autres. Et qui en soi n'est pas neutre. Enfin, je veux dire, on a décidé que c'était cela qui était important, mais... Alors, on désigne que c'est en gros un truc qualitatif, mais à partir d'un certain modèle. Oui, voilà. D'ailleurs, c'est une notion qui n'a pas dû être inventée par des chercheurs des pays en voie de sous-développement. Ça a été inventé par Truman, en fait. Il n'y a pas de pays en voie de sous-développement jusqu'à ce soir où on enregistre. Jusqu'à ce que tu inventes la notion. Voilà, en tout cas, j'ai cette prétention, mais forcément quelqu'un a eu l'idée avant. Donc, dans cette idée, si on veut jouer avec cette idée de pays en voie de sous-développement, il faut se dire que c'est un pays dit développé qui est en train de connaître une évolution vers le sous-développement. Et ça me semble intéressant puisque tu as mis, Yann, tu as bien mis l'accent sur l'importance du déclassement, etc. Et que d'un côté, on a effectivement l'extrême droite avec la tiers-mondisation, avec cette idée aussi que je pense que c'est le tiers-monde qui arrive chez nous, donc avec l'invasion... Oui, il y a la notion de grand remplacement et tous ces trucs-là, voilà. Mais qui vont aussi avec le déclinisme. Oui. Mais tu as d'autres personnes qui vont, par exemple, te parler de décroissance, et en face, on va dire « Ah oui, mais si tu dis décroissance, c'est la dégringolade, en quelque sorte. » Donc dans l'idée du sous-développement, on passe d'un pays développé et qui va prendre des critères de pays sous-développés selon... selon des critères qui étaient aussi politiques que la notion même de tiers-monde, puisque je me souviens bien, c'était beaucoup utilisé pour faire accepter le plan Marshall ou des trucs équivalents à des pays qui sinon risquaient peut-être de basculer dans le giron soviétique pendant la guerre froide, quoi. Et donc on arrive en disant on a plein de sous et du coup vous quitterez le sous-développement en fait. C'est ça peut être l'exemple de la Corée du Sud. J'ai discuté avec un Vietnamien que je connais au boulot, qui est un immigré du Vietnam et du Sud-Vietnam, qui n'aime pas trop le pouvoir, et en discutant avec lui, pour lui c'est l'occasion ratée du Vietnam. Il dit la Corée du Sud, sous le giron américain, s'est développée, aujourd'hui c'est une puissance industrielle, puissance culturelle, etc. Le Vietnam a gagné son indépendance au prix fort avec des millions de morts, et au final, on n'est pas grand-chose, et tout ça pour ça, quoi. Certes, mais malgré tout, la Corée, tant qu'elle est coupée en deux, et surtout qu'il y a eu une grosse guerre aussi, elle a aussi payé un peu le prix fort. Et le Sud, parce qu'on parle beaucoup effectivement du Nord, et je n'envie pas du tout ce qui s'y passe, mais le Sud, jusque dans les années 90, c'était une putain de junte militaire quand même au pouvoir. Oui. C'était pas du tout un régime gentil, quoi. C'est là, voilà. En tout cas, c'est sa vision de Vietnamien, mais bon. Voilà. Alors, si on veut jouer avec cette notion de pays en voie de sous-développement, et je parle de France, mais en réalité, on pourrait appliquer ça à plein de pays développés, en Europe notamment. On a forcément des critères de développement qui restent, puisqu'on est en train de partir vers ce développement, mais on voit l'émergence de critères correspondant à des pays sous-développés. Donc d'un point de vue démographique, puisque la démographie est un des critères importants dans la notion de développement, nous on a une natalité très faible, sachant qu'elle s'est vraiment cassée la gueule ces quelques dernières années en France. La France avait un peu cette exception d'être un des pays d'Europe avec l'Irlande qui avait une natalité plutôt dynamique, et sur les 2-3 dernières années ça s'est vraiment effondré. Tu parlais de la Corée, ici, la Corée du Sud ils en sont là aussi, et le Japon aussi.
Parce que c'est pas un signe de développement, justement. Alors, bonne question, mais disons que un pays où les gens n'ont plus envie de faire de bébés, si tu veux jouer en termes de déclassement et d'effondrement, moi je pense que c'est un bon critère. Enfin, tu sais que c'est pour ça que la natalité, ça fait partie des enjeux Oui. justement de la droite, etc. hein, parce que Tout à sinon, fait. c'est ça ou le grand remplacement, parce qu'on n'aura plus personne pour travailler. Alors que C'est c'est ça. idiot, parce que moins on est nombreux, et plus on va avoir de trucs à se partager. On rentrera pas dans ce débat-là, mais en tout cas de mon point de vue, de mon opinion, c'est une opinion, voilà, quand les gens veulent plus faire de bébés, pas très bon signe. Mais il y a d'autres éléments qui nous ramènent vers le sous-développement, qui sont notamment la dégringolade de la France en termes de mortalité infantile. Alors la mortalité infantile en France ne remonte pas, La diminution mais- de l'espérance de vie aussi. mais oui, voilà. Mais ouais, ça stagne. Mais c'est juste que il y a 20 ans, peut-être, la France était dans les 4-5 premiers en Europe. Et maintenant, on est 34 ou 35e, coude à coude avec des pays d'Europe de l'Est qu'on va plutôt considérer comme des pays semi-sous-développés. Ou en tout cas, voilà, les fans du tiers-mondisme vont dire ah non, mais voilà, eux, ils jouent en deuxième division, quoi. Ouais, en ou en même troisième. temps, ils ont longtemps fait partie de la deuxième, enfin, ce qui était considéré comme Oui. la deuxième division, Voilà. qui était le pacte de Varsovie. Donc, Mais en tout cas, sur voilà, cette tendance par rapport à la mortalité infantile, on a, tu vois ce critère-là, on a clairement un truc où ça se passe bien moins bien qu'ailleurs. En termes d'éducation, donc il y a là des éléments aussi objectivables sur la dégradation de la qualité de l'éducation, donc sur les résultats des élèves aux différents tests internationaux, etc., où ils y arrivent de moins en moins, le nombre de gamins par classe qui est énorme, la rémunération des profs. Donc j'ai beaucoup parlé de Piketty parce qu'il a travaillé là-dessus notamment, mais où il a montré que on a désinvesti, il y a eu un pic d'investissement dans l'éducation dans les années 90, et notamment sur l'éducation supérieure où la France avait du retard, et depuis on a vraiment un désinvestissement, et on a aussi un effet où les enfants de milieux favorisés sont toujours aussi bons que par le passé. Et donc c'est dans l'école publique et les milieux défavorisés où le niveau se dégrade le plus. En fait, il y a moins de mobilité sociale, en fait. Oui, alors il y a moins de mobilité sociale et il y a aussi cette fracture entre riches et pauvres, où avant on avait une école publique avec toute la part d'hypocrisie qu'il y avait, mais où il y avait quand même quelques passerelles pour les plus Défavorisés. les plus brillants, etc. Ah. Et aujourd'hui, ce truc-là est vraiment en train d'être cassé et ça devient vraiment une question de caste. C'est-à-dire que peu importe qu'on soit bon ou pas, il faut être né du bon côté. Les écoles privées vont avoir des avantages, etc. Et sinon, le public, ça va être de l'éducation au rabais. sur la notion de déclassement, justement, j'avais mentionné notamment Aron. En 69, là, il avait parlé de... il avait écrit un article qui s'appelait Classement, déclassement, reclassement. Non, c'est Bourdieu qui avait écrit ça, pardon. C'est pas pareil. Ouais, non, mais c'est pas pareil, et puis il y a 10 ans d'écart entre les deux. Mais globalement, il disait la même chose, c'est-à-dire que l'amélioration du niveau de vie, de tout ça, etc., à leur époque, faisait qu'il y avait de plus en plus de gens qui faisaient des études supérieures, justement. Oui. Donc tu disais qu'on allouait beaucoup de budget à ça. Et en gros, leur constat, c'était que la société n'a pas à offrir des trucs suffisamment satisfaisants à tous les gens qui ont cet investissement scolaire, et il y aura forcément des déçus. Oui, mais alors aujourd'hui, pour moi, on est dans une situation où, en fait, on désinvestit. C'est-à-dire qu'on ne veut même pas pousser, enfin, on a ce dogme de 80% des gens au bac, etc. Mais même l'éducation, les filières courtes, une bonne éducation en filière courte, c'est essentiel. C'est-à-dire que avoir un ouvrier, quelqu'un qui va être ouvrier, mais qui est compétent, qui est bien formé, etc., ça fait énormément de différence en réalité. Et ça, aujourd'hui, tu as ce truc de, pour moi... On l'a peu valorisé déjà. Oui, et on a cette idée qu'il y a ce truc d'abandon. C'est-à-dire que c'est un sentiment que j'ai, alors je ne développerai pas parce que sinon ça va durer longtemps, mais qu'on a des élites qui en gros mettent de côté la majorité voilà, qui n'a pas de patrimoine, etc. Et qu'on a cette idée de caste. Oui. Et qui pour moi correspond aussi à cette dégradation dans l'idéal d'égalité en termes de structure sociale, correspond aussi à un pays sous-développé où l'important c'est d'avoir la main sur le pognon, de favoriser les siens face aux autres, et donc d'avoir un délitement d'un sentiment national global, et d'un équilibre toujours malhonnête et toujours voilà, qui en favorise certains, mais qui
Aujourd'hui, il n'y a même plus l'hypocrisie de dire que le système est égal. On peut éteindre ça à d'autres domaines d'ailleurs, parce que effectivement, tu as parlé du désinvestissement et de ses résultats dans l'éducation, mais comme tu avais parlé de la santé avant, c'est exactement la même chose. Parce que c'est pareil, les profs ou les personnels hospitaliers sont généralement super mal payés, super mal traités, alors qu'ils sont totalement indispensables. Tout à fait. Et je dirais même que les gens qui qui font juste le ménage dans les hôpitaux, étant donné que l'hygiène c'est totalement vital dans un hôpital, voilà, c'est dans le genre boulot qui est très très mal considéré alors qu'il est super important. Je me demande si les gens qui font le ménage simplement, sauf pas simplement en faisant le ménage, plus de gens que les médecins, quoi. C'est tout à fait possible, mais effectivement, c'est tout ce qu'on va mettre à gauche dans la notion des services publics. Cette idée de privatiser et de désinvestir, c'est pour moi pas simplement une question de faire de l'argent avec des choses qui étaient publiques avant, mais c'est aussi de faire un système où on va permettre de faire des transferts d'argent et où une partie de la population va s'enrichir au détriment d'une autre partie de la population. Et ce qui est assez symptomatique d'un pays sous-développé, on va dire, où on ne mise pas sur sa population et où on a des systèmes de prédation sociale où une minorité va vivre confortablement sur la misère de la majorité. Oui, c'est pour ça que je parlais effectivement de la notion de dépendance et de vassalisation qui est très très présente dans ce... Il y a aussi un marqueur de sous-développement qui est intéressant, c'est la corruption. Oui, tout à fait. J'en avais prévu d'en parler un peu plus tard, mais complètement. Pardon. Alors, on l'avait évoqué la dernière fois, c'est que par le passé, le pays était largement corrompu, mais aujourd'hui, il y a effectivement cette volonté affichée et assumée de dire la lutte contre la corruption, ça commence à bien faire. Et il y a vraiment des politiques volontaires de corruption, on va dire, en tout cas d'accepter certaines formes de corruption. Des décisions pour aller contre les lois ou les décisions ou les institutions qui vont lutter contre la corruption, comme le parquet financier, ce genre de choses, par exemple. Un truc qui m'avait marqué il y a quelques années, c'est la plateforme de location Airbnb. Airbnb avait mis en place, il y a des années de ça, un système où les propriétaires récupéraient leur argent par des cartes bancaires de banques étrangères. Donc en gros, ils mettaient en location leurs biens, et Airbnb leur envoyait par la poste une carte bancaire d'une banque à l'étranger, avec l'argent dessus. Et donc, ça s'appelle un système de fraude fiscale industrielle. Oui. Et donc, en bonne logique, on fait ça. Des gens devraient se retrouver en prison avec des circonstances aggravantes, parce que c'est de la fraude fiscale et c'est organisé, industriel, etc. Et le ministère du budget a dit à Airbnb, c'est pas bien, il faut arrêter maintenant. Et donc, on a des millions, peut-être plus, enfin des centaines de millions, je pense, qui ont échappé à l'impôt, et tout ce qui s'est passé, c'est on a haussé le ton, et Airbnb fait « on savait pas ». Et pour moi, ça, c'est assez symptomatique d'un système où le système veut être corrompu, quoi. Enfin, les élites font ça, quoi. L'éducation, la santé, effectivement, on a la même logique, et plein d'autres services publics, on a cette même logique-là. Il y a un truc aussi sur le statut des femmes. Dans les critères de développement, on a l'éducation des femmes qui joue beaucoup, et c'est question aussi des droits des femmes. Et aujourd'hui, on a des tendances où on va remettre en avant et essayer de pousser une dégradation des droits des femmes et de leur situation, etc. Des efforts qui ont été menés d'un côté. Mais pourtant, il y a un truc qui, moi, me semble très symptomatique et qui n'est pas propre à la France, ça arrive ailleurs, mais c'est tout à fait le cas en France, c'est qu'on a montré dans des études qu'aujourd'hui, il y a un écart idéologique entre les jeunes hommes et les jeunes femmes qui n'existait pas par le passé, qui n'était pas aussi large. C'est-à-dire que les jeunes femmes sont devenues de plus en plus féministes et progressistes, alors que les jeunes hommes sont de plus en plus conservateurs. Et du coup, ça fait un écart, et je pense que ça doit être compliqué. Et en fait, dans mon entourage, j'ai un exemple, je connais la fille d'une amie qui a plaqué son mec parce que 18 ans, et le gars, lui, il croit en Dieu, et sa femme doit obéir et s'occuper des enfants à la maison, et c'est sa vision des choses, quoi. Il a qu'à se mettre avec une IA. Mais voilà, c'est ça. Mais tu peux te faire plaquer par ton IA aussi. Je ne dis pas du tout ça pour te remettre en question, au contraire, je te crois, et ça rejoint ce que je pense, mais est-ce que si tu as effectivement des chiffres ou des stats qui attestent de ça, de cette augmentation inverse, on va dire, chez les femmes et chez les hommes de ces tendances idéologiques, je pense que ce serait intéressant de... Oui, j'ai un article du Monde qui parle de ça notamment, donc je le mettrai dans en commentaire de la vidéo. Heureusement que les femmes sont plus nombreuses. Et l'extrême droite pousse très fort, donc sur... Alors déjà, avec tout le côté masculiniste, etc., de dire les hommes ne sont pas des vrais hommes, et
c'est compliqué d'être jeune et de trouver quelqu'un parce qu'il y a la compétition sexuelle, c'est pas évident. Enfin, on a peut-être tous galéré, enfin moi en tout cas beaucoup quand j'étais jeune. Ah, pas moi. Mais je comprends le truc. Enfin, et du coup, c'est aussi un bon moyen pour quand tu as des jeunes qui arrivent pas et qui savent. Bah, ça donne tous les délires Voilà. incel, si tu vas. Voilà, dans le ce genre de extrême. choses, et tu vas alimenter ça. Et derrière, il y a les remises en cause sur l'avortement, sur la contraception, poussées par l'extrême droite et notamment les Américains. Même la mais remise en cause du droit du travail des femmes, parce que tu comprends, il Oui. n'y a pas assez de boulot pour tout le monde, et puis elles étaient bien à la maison. C'est ça, voilà. Le retour des tradwives, ça. Et l'intégration de tout ce qui est féminisme dans le wokisme, qui est l'ennemi autodésigné, etc. Ah, woke. Et sur les réseaux sociaux. Le mot, pareil, le mot qui veut Ouais. rien dire. Quoi. Voilà. C'est vraiment le- Et sur les réseaux sociaux de Meta, notamment, ils sont en train de faire le ménage et notamment de dégager tout ce qui est queer. Bon, c'est un autre sujet, mais féministe. Et donc, c'est important de Quelque chose me dit repousser que les quand même, il y en a inégalités beaucoup qui se sont de barrés sexe. spontanément avant, mais Ouais, oui. pas tous. Mais On peut aussi Voilà. peut-être dans le sous-développement, je suis désolé, peut-être Oui. que tu vas d'empiéter sur ta chronique, mais je viens d'y penser, et la méfiance envers le progrès, en Oui. général, en tant que notion, et la science qui est en train de monter aujourd'hui. Et je pense qu'en termes de marqueurs de recul sociaux et sociétaux à venir, Mhm. je trouve ça assez intéressant aussi. Je l'avais pas envisagé, mais effectivement, on pourrait le mettre dedans. bah, c'est pas pour rien si, quand je parlais de la notion de déclinisme, justement, j'ai mentionné un gars qui, dans les années 1850 déjà, disait que la science allait causer le déclin du monde, ou je sais pas Oui. quoi, etc. Ça, c'est vraiment un Ça truc se qui est- défend. Je pense que ça se défend, mais voilà. Alors un pays sous-développé, c'est un pays qui, d'un point de vue industriel, n'est pas très développé. Or, un pays en voie de sous-développement est un pays qui se désindustrialise. Et ça, c'est quelque chose qu'on vit chez nous, on en parle très régulièrement. Et par contre, on a poussé l'économie dite de service, avec les livreurs Uber Eats sous-payés, etc. Il y a des années, on avait les chèques emploi-service pour avoir des femmes de ménage, des gardes d'enfants, avec des abattements Mhm. fiscaux, des trucs comme ça. C'est encore valable. Pardon ? Ça existe encore. Oui, ça existe encore, mais ça avait été mis à l'époque comme la super méthode pour faire baisser le chômage. Et donc, du coup, on met toujours cette société à deux vitesses et qu'on retrouve dans des pays peu développés où il y a souvent des gens qui sont très riches et une population très pauvre qui est là pour les servir. Dans le domaine du travail, d'autres exemples, par exemple, les accidents du travail. On a battu un record en 2024, nombre de morts par accident du travail, il n'a jamais été aussi haut qu'en 2024. Et après, il y a tout le domaine de la finance et de l'économie, où ça c'est un truc que Piketty a développé très largement, où il dit qu'au niveau mondial, parce que on parle de la France parce que c'est chez nous, mais évidemment ces tendances sont ailleurs, mais que la finance exige des rendements qui sont supérieurs à ce que l'économie réelle est capable de produire. Donc en gros, on peut avoir des gains de productivité, des rendements dans l'économie réelle qui ont une certaine valeur, et le capital exige d'être rémunéré au-delà de ce que on arrive à produire en moyenne. Donc il y a des domaines où on a des meilleurs rendements. Et donc du coup, on a une économie de moins en moins intégrée dans l'économie réelle, mais avec de l'économie financiarisée, donc avec de la propriété intellectuelle. Donc actuellement, on parle beaucoup des nouvelles bagnoles de chez Renault, Stellantis, etc., où on s'aperçoit qu'en fait, ils ont tout délocalisé, y compris la conception des voitures. Donc au final, on se dit, mais qu'est-ce qu'il leur reste à part une marque et un réseau de distribution ? On a une économie de casino, donc on va... Il y a plein de domaines où il s'agit juste de faire de la trésorerie pour jouer en bourse. Par exemple, le supermarché, quand on va faire ses courses, demande les fournitures, donc les marchandises à son fournisseur, et ne les paye qu'à X jours après les avoir reçus. Bah, tu sais que c'est dans le monde du travail, c'est le principe du Oui. 13e mois, en fait, tout bêtement. Oui, Parce que le 13e mois, en réalité, c'est juste que tu es payé ton salaire annuel comme si c'était sur 12 mois, sauf qu'on le divise en 13, et Oui. qu'il y en a donc un 13e que l'entreprise garde jusqu'à la fin de l'année et sur laquelle elle peut faire ce qu'elle veut, quoi. tout à fait, voilà. Pareil, les vendeurs de bagnoles, en fait, c'est surtout du crédit derrière, c'est-à-dire qu'ils vendent la bagnole, ils font très peu de marge dessus, mais ils font de la marge sur la finance et sur les crédits qui vont derrière. Les librairies, par exemple, achètent leur stock de bouquins, et les éditeurs essaient de leur fourguer un maximum, parce que entre le moment où elles achètent les livres et le moment où elles les renvoient parce qu'elles n'ont pas pu les vendre, pareil, les éditeurs ont fait travailler l'argent. Donc tu sais à qui ça appartient maintenant. Oui, Hachette, en particulier. Il est partout. Il est partout. Il n'a pas encore acheté le podcast qu'on est en voilà. train d'enregistrer. Et la crypto-monnaie, qui est l'Eldorado de Trump, il roule à fond pour ça, qui est l'économie de casino ultime.
Donc, autre et dernière notion dans un pays sous-développé, c'est la notion de subordination, Yann, que tu avais évoqué tout à l'heure, à des pays plus puissants ou à des multinationales. Ouais, j'allais jusqu'au mot vassalité. Donc, voilà. Après, il y a l'annexion, mais ça, c'est encore autre chose. Et donc, dans les pays sous-développés, les pays plus puissants ou les multinationales s'approprient les ressources, détruisent l'environnement et freinent le développement. Donc, typiquement, au Venezuela, dans les années 50, les États-Unis, les compagnies pétrolières américaines faisaient des bénéfices complètement délirants et ça s'est calmé par la suite. Et on soupçonne que Trump veut remettre le couvert, quoi. Bon, ça a été à peu près tout aussi ce qui était en lien avec la France-Afrique, etc. Ça tournait beaucoup autour de ça, etc. Tout à fait, voilà. Et chez nous, qu'est-ce qui se passe ? On a ce que j'aime bien appeler l'islamo-droitisme, ça me fait rigoler. On a des monarchies pétrolières qui rachètent du patrimoine un peu partout. Et là, ça fait pas couiner les gens de droite. Même nos propres clubs de foot. C'est ça. Et puis même, on en a certains, un certain Nicolas S., voilà, qui peut pactiser avec des terroristes, qui a dû tuer des Français pour avoir un peu d'argent, etc. Je ne sais pas du tout de qui tu veux parler. Voilà. Et donc, on peut avoir ce discours avec cette idée de déclassement, avec des critères sociaux derrière. Et je pense que donc, ça peut être un très bon argument et un très bon outil idéologique, notamment pour se confronter à des gens qui vont aller sortir des notions de tiers-mondisation, des genres de choses. Absolument. Ouais, mais alors, tu as face de toi quelqu'un qui est persuadé que le monde est en déclin et va à volo. Toi, quelque part, là, ce que tu es en train de dire, c'est qu'il a raison. Mais la question, c'est pas tant d'arriver au constat, parce qu'à la limite, voilà, c'est qu'est-ce que tu proposes une fois que tu as dit la France est en voie de sous-développement. Mais pour moi, on va dans des périodes très dures. Je te dirais que même statistiquement, c'est-à-dire que si tu prends l'histoire de la France ou l'histoire de l'humanité, à intervalles réguliers, en France, on va dire, tu te prends une grosse guerre sur la gueule avec plein de gens qui vont aller mourir. Et il n'y a aucune raison qu'après X siècles où ça marchait comme ça, qu'on n'ait pas une grosse guerre qui nous tombe dessus avec les jeunes qui seront envoyés à crever dans des tranchées. Donc, indépendamment de la situation, tu sais qu'à un moment ou un autre, ça va revenir. J'ai pas parlé d'environnement, mais à part le fait que voilà, il y a cette destruction de l'environnement par les gens qui s'approprient des ressources. Pour moi, c'est la seconde menace en termes de délai, c'est-à-dire mais qui va faire encore plus mal et qui est au niveau mondial. C'est-à-dire que c'est pas simplement nous, et ça, je pense que les gens ont beaucoup de mal là-dessus le fait qu'il va faire chaud chez nous, qu'il va y avoir des événements. Peut-être pas si on a un hiver nucléaire avant. Ouais, c'est ça, mais c'est un peu la solution. C'est aussi que quand tu regardes les zones dans le monde qui vont être trop chaudes, parce que il y a cette notion de thermomètre mouillé, donc en fonction de l'humidité et de la chaleur, il y a des moments où tu arrives à des zones dans le monde où ça devient invivable à certaines saisons. C'est-à-dire les gens meurent, ils peuvent pas se refroidir. Et ça a déjà commencé, c'est-à-dire qu'en Inde, il y a plusieurs centaines de morts tous les ans parce qu'il fait trop chaud. Et donc tu as l'Inde qui est dans les zones où il va faire trop chaud dans quelques décennies, je sais pas quand. T'as aussi des pays comme le Bangladesh qui vont être complètement inondés en fait. Et tu as une bonne partie de toutes les parties les plus comment dire, avec le plus de population en Chine. Donc ça veut dire que d'ici je sais pas quand, tu vas avoir des milliards de gens qui vont plus pouvoir vivre là où ils habitent. Donc je veux dire le chaos dans lequel qui nous attend va être juste abominable. Abonnez-vous au podcast de la joie, de la bonne humeur. Moi, je suis super. Non, mais le pire, c'est que les gens en sont pleinement conscients. Je veux dire, la notion d'immigration climatique, etc., on en parle déjà. Les gens, je ne sais pas, mais... en tout cas, moi, même dans les médias généralistes, malgré tout le peu de crédit que je leur apporte, je sais que cette notion-là d'exil climatique ou d'immigration climatique, il est mentionné régulièrement. Donc, c'est pas un truc qui est étranger non plus dans l'esprit des gens. Mais pour moi, on est quand même dans cette situation où l'avenir est quand même pas très brillant et il est impossible que tu puisses l'aborder avec le système actuel. Et pour moi, on est dans une sorte de système suicidaire avec des gens qui, en gros, ont pris le pouvoir à remettre en place une sorte d'aristocratie et de se dire on est trop malin parce qu'on a mis la main sur le pognon. Or, kleptocratie plutôt, même d'ailleurs. Or, si tu te mets par rapport à tous ces enjeux qu'on voit dans cette notion de pays en sous-développement, tu te dis, pour s'en sortir, ça n'est nécessairement que collectivement. C'est-à-dire que te dire, je vais prospérer en exploitant mes voisins, c'est pas une situation d'avenir. Enfin, c'est pas une stratégie qui tient, c'est stupide. Et si tu veux gérer au mieux toutes les difficultés qu'il va y avoir, il faut de la décroissance, il faut de l'égalité, il faut être capable de tirer le meilleur des gens les plus brillants qu'il y a, y compris tous ceux qui sont nés dans des familles où il n'y a pas d'argent, etc. Chose qu'on a bien du mal à faire.
Et pour moi, si on veut limiter la casse et s'en sortir du mieux possible, c'est social. Et l'égalité est notre meilleure arme, je dirais. Alors moi, effectivement, c'est pour ça que, désolé, hein, je vais m'attaquer à ta grande trouvaille voilà, idéologique qui est le sous-développement. Pour moi, si tu veux bouger les gens, si tu leur parles de sous-développement, ils vont pas forcément comprendre parce que l'idée pour eux, c'est que voilà, on recule, mais l'idée, c'est quand même de continuer à se développer. Et derrière développer, il y a toujours l'idée de capitalisme, d'économie, etc. Il faudrait parler à la limite, peut-être, c'est une proposition, hein, soit d'effondrement, mais le problème de l'effondrement, c'est que pareil, peut être... Ça rejoint un peu ce que je disais sur le déclinisme, qui en plus génère un réflexe très défensif. Voilà, exactement. Moi, je dirais plutôt, je vous propose ça, hein, peut-être un pays ou une société en voie d'autodestruction. Ouais, alors, oui, alors pour moi, ça fait encore plus peur. Ah oui, mais ça fait peur dans un sens de vouloir faire réagir les gens. Ouais. Et en se posant la question de quelle est la logique qui amène à cette autodestruction. Pour moi, la notion de pays en voie de sous-développement, son intérêt, c'est pas une finalité en soi, mais son intérêt, c'est de proposer un contre-modèle à la tiers-mondisation. Et que justement, tu peux prendre cette peur du déclassement, qui est en plus affondée, hein, je veux dire, et qui est, qui est toujours présente, Yann l'a dit, et qui en plus ça me semble fondé vu la situation dans laquelle on est, et de l'exploiter pour dire, en fait, regarde, tu as un sentiment de déclassement, il est légitime. L'article que je citais tout à l'heure là, sur le tribunal qui classe sans suite les petites escroqueries, tu vois, enfin oui, ça c'est du déclassement. Tu n'as pas la protection que tu devrais avoir quand tu es un Pékin lambda. Et donc du coup, utiliser ça pour prendre les armes idéologiques de l'extrême droite notamment, et aller mettre dedans des éléments sociaux et ce genre de choses. Et sans être figé parce que pour moi c'est le gros problème de ce que j'entends plus ou moins à gauche, c'est que voilà, soit il y a une négation de la situation. Typiquement, mon article sur le tribunal, t'as plein de partis de gauche avec des gens très, très éduqués, etc., qui vont pas trop s'insurger sur ce genre de sujet-là, parce que eux sont pas concernés en réalité. C'est pas eux qui vont souffrir de ça. Et après, c'est un concept ad hoc. C'est pas un concept idéologique ultra pointu non plus. Mais non. Ce que je reprocherais, c'est peut-être justement de pas laisser. La cause n'est pas perceptible dans le nom. Quand tu dis sous-développement. Tu décris tu fais un constat. En voie de sous-développement. En voie de sous-développement. Oui, tu décris un constat ou une évolution. Moi, ce que j'aime bien dans l'autodestruction, c'est l'idée que c'est nous-mêmes, c'est pas un élément étranger, c'est pas des migrations, etc. C'est nous-mêmes, par le système dans lequel on vit, qui contribuons à accélérer la catastrophe. Un exemple concret, dans mon environnement, j'ai pas mal de gens qui sont pas très politisés, et pas mal de femmes. Et donc, quand je parle de la façon dont les réseaux sociaux sont utilisés pour traquer les femmes qui veulent avorter, tous les gens qui poussent là pour la mise en cause de l'avortement et de la contraception, et ces femmes, ça leur parle. Parce que soudain, ça devient concret. Même si elles sont pas très politisées, ça leur semble important. Et donc, pour moi, c'est un mot qui doit évoquer quelque chose, en tout cas faire titiller certains stéréotypes. Et après, pour moi, tu vas alimenter cette notion avec des idées, et des contre-idées, des façons de voir les choses à l'inverse de ce que les gens ont l'habitude d'entendre. Ok. Mais effectivement, quand je parlais de tiers-mondialisation, selon la manière dont on le fait, ce que j'avais vu dans ces articles-là, c'était que très souvent, c'était accolé à d'autres mots-clés, mais aussi à la recherche d'un coupable, d'un responsable, etc. Oui. Que ce soit les immigrés, les politiques, les ci, les ça, etc., etc. Et je pense que si on veut proposer une alternative acceptable, il faut aussi, pas qu'on cherche un responsable, mais qu'on cherche les causes, quoi. Oui. Alors, ça, pour moi, c'est vital, c'est indispensable. Pour moi, le responsable, il est tout trouvé. Et de fait, dans ce que je vois dans les médias de gauchistes que je suis, il y a des gens qui disent manger un ultra riche, tu vois. Oui, mais je sais. Ça marche bien, quoi. Moi, je suis assez d'accord. Je conteste pas ça, mais c'est vrai que, on va dire, si on veut vraiment tenir un discours face à des gens qui, eux, sont dans la recherche de responsables et de causes, il faut faire la même chose. C'est triste à dire, mais il faut. Oui, reparler des sans-familles, reparler des ultra-riches, qui détournent l'attention sur les plus précaires, les plus pauvres, ceux qui sont en dessous, quoi. Voilà, puis en rappelant, effectivement.
La situation n'est pas le fruit du hasard, c'est un projet politique. Oui, donc. Très bien, on se fait une petite pause et on se retrouve après pour la chronique de Sébastien. Through the door and out the gate, never too late now to leave a place. Go through the door and out the gate, never too late now to leave this place. Do your math, but forget the keys, and leave a little time to feel lonely. Find those angels singing through your phone. They'll be singing their same old song. You are a master, you are a king, you are a mother, and mothers know everything. You are emotion, as deep as soul's ocean. No need to be your own enemy. En panne de sens, de retour pour la troisième partie de notre émission. Et là, c'est Sébastien qui va nous parler cinéma, comme à son habitude. Ouais. Tu as eu du mal à trouver le film Ouais, en fait, non, sujet. c'est pas que j'ai eu du mal, c'est que j'ai fait un double contresens. Non seulement j'ai mélangé sous-développement et tiers-mondisation, et en plus j'ai confondu France et Royaume-Uni. Ah et ce oui. dont on va parler, c'est pas du tout un film français, mais un film effectivement Voilà. britannique. Après, plutôt je dis France, américano-britannique. voilà. C'est évidemment pas le monopole de la situation française. Oui, voilà, enfin, j'arrête tout de suite avec le suspense. On va parler des Fils de l'Homme de Alfonso Cuarón. Je ne sais pas si ça se prononce exactement comme ça. Un film de 2006 qui m'a beaucoup marqué. Et c'est l'un des premiers films qui m'est venu en tête. Je parlerai après du premier film quand on parlera des conseils de fin d'émission. Dans ce cas, Les Fils de l'Homme, c'est le premier film qui m'est venu en tête de fiction quand il a été question justement de paupérisation, sous-développement, déclassement, tiers-mondisation. Parce que donc c'est un film d'anticipation qui est adapté d'un roman de l'autrice Peggy James de 1992. Et ce film de 2006 raconte l'histoire quelque part de la fin de l'humanité sous un angle dont on va parler un petit peu qui est un peu mystique quand tu regardes le pitch, mais qui en fait s'attarde plutôt à décrire dans les faits la déliquescence d'une société. Le fait qu'une société autrefois prospère sombre quelque part dans un avenir qui n'en a pas en fait d'avenir, qui n'a pas de sens, qui est vraiment pour le coup en panne de sens et en panne d'espoir. Donc ça, c'est rigolo. D'ailleurs, c'est un film qui se déroule l'an prochain. Il est situé en 2027. C'est moins rigolo qu'il y a 10 ans quand on essayait d'évaluer quand aurait lieu Retour vers le futur, quoi. Exactement. Alors, il n'y a pas d'overboard, effectivement, dans le film Les Fils de l'Homme. Des C'est sujets plus... d'ovaires, mais... Pardon ? Non, des sujets sur les ovaires, quand même. Oui, effectivement. Celle-là, je pense qu'elle est indispensable. Non, il faut la laisser. Il faut On la la laisser. laisse dans le montage final. Hein. Je t'interdis de Ouais. couper cette blague. Ouais, vraiment. Oui, parce qu'en fait, effectivement, au départ, ça parle d'un principe qui est l'humanité est devenue stérile. Et alors bon, voilà, c'est un prétexte purement pour lancer l'intrigue et pour raconter l'histoire d'une société qui se délite, mais c'est vraiment un pur prétexte. D'ailleurs, c'est totalement fantastique et les causes sont même évacuées. Personne ne sait vraiment ce qui s'est passé. Oui. On évoque rapidement pendant le film une possibilité que ça soit des trucs, les produits chimiques, tout ce qui effectivement change notre organisme, qui fait qu'effectivement, à partir de la fin des années 2010, globalement, les enfants ont cessé de naître. Donc la fertilité, la perte de la fertilité est donc un prétexte qui permet au réalisateur
notamment, mais pour moi c'est pas le plus intéressant du film, d'évoquer un petit peu ces obsessions, on va dire d'iconographie religieuse. Donc Alfonso Cuarón, il est mexicain, on sent qu'il a grandi dans une culture justement très catholique, imprégnée de tous ces symboles catholiques, et c'est vrai que... C'est d'ailleurs marrant de voir qu'un pays qui est considéré comme à la fois ultra-patriarcal et ultra-catholique, et il est considéré à juste titre comme ça, a une présidente qui est une femme ashkénaze. Mhm. Une première ministre, je crois que c'est une première ministre. Alors il n'en est pas du tout question dans Les Fils de l'Homme. Non, mais je trouve ça assez rigolo quand même comme truc. Parce que mais Alfonso Cuarón, entre l'image qu'on se fait d'un pays et puis concrètement ce qu'on voit, ça peut toujours... Mais Alfonso Cuarón, justement, parsème son film d'imagerie religieuse, mais on sent que c'est pas ce qui l'intéresse, ou en tout cas c'est plus des motifs. Par exemple, donc, effectivement, sans trop dévoiler le film, même si, encore une fois, on a le droit de spoiler vu qu'il date d'il y a 20 ans. Donc ça raconte l'histoire d'un ancien activiste qui est devenu, en vieillissant, comme nous tous, un mec de droite, un bureaucrate un peu cynique, et un jour il est enlevé par un groupe de militants dont fait partie son ex, dont on sent qu'il a quand même encore un petit coup. En même temps, il est joué par Julianne Moore, donc c'est compréhensible qu'il a encore un petit pincement au cœur pour elle, et elle le charge d'escorter, ou il se retrouve en fait à escorter une jeune réfugiée, une jeune femme noire, dont il va découvrir à un moment qu'elle est enceinte. Donc avec tout ce qu'il y a derrière, effectivement, l'imagerie de la Vierge Marie, tout ça, dont le film joue un petit peu avec humour, c'est-à-dire qu'à un moment, quand il lui demande comment ça se fait, elle lui dit « mais non, il n'y a pas de père en fait, je suis vierge ». Et en fait, c'est pour se moquer de lui en mode « mais n'importe quoi, bien sûr, le problème c'est que je ne sais pas quel père ça peut être, parce que il y a eu plusieurs mecs dans ma vie à ce moment-là, quoi. » Donc, ces références religieuses qui sont parfois un peu appuyées, comme une scène dans une étable comme ça, où tu te dis « ouais, bon là, tu surlignes un peu Alfonso », c'est vraiment, encore une fois, juste un motif qui enrichit la lecture du film, mais qui l'épuise pas. Parce que pour moi, vraiment, avant tout, c'est un film sur l'engagement. Donc, encore une fois, le personnage principal est quelqu'un qui est revenu de tout, qui a abandonné tout espoir et qui s'est fondi dans le système, et qui va se retrouver par la force des choses à retrouver ses idéaux de jeunesse et peut-être même à se battre, peut-être à se sacrifier pour essayer de sauver ce qui peut encore l'être. Donc il y a tout un parcours qui est un parcours de révélation en soi-même, qui est assez rare, je trouve. Qui est mis en balance d'ailleurs avec le personnage d'un vieux militant qui, lui, a jamais baissé les bras, mais il s'est retrouvé complètement placardisé, mis de côté, et puis voilà, il a laissé tomber, quoi. Eh ben, je trouve, oui, voilà, c'est intéressant. C'est-à-dire, pour moi, le militant en question, qui est son vieil ami, qui est un personnage intéressant, il est montré en fait comme quelqu'un qui maintenant s'est réfugié dans une espèce de bulle de nostalgie, qui s'est coupé du monde, qui écoute les Beatles et qui fume de la marijuana, mais qui en fait ne fait plus grand-chose, quoi. Et c'est vrai que c'est aussi une impasse de voir que la contestation, soit elle se radicalise, soit elle devient une espèce de folklore. Et le film est assez fin là-dessus, je trouve. Oui. Ensuite, effectivement, il y a autre chose qui me marque pas mal là-dedans. Déjà, le principe de ce personnage, le fait de renouer avec son passé militant, ça me fait beaucoup penser à un film qui est sorti l'année dernière, qui a beaucoup marqué les cinéphiles, qui s'est retrouvé dans le top de beaucoup de gens qui pourtant ont très bon goût, mais qui, sur le coup, je pense, sont vraiment passés à côté. Un film qui s'appelle « Une bataille après l'autre ». Je ne sais pas si vous avez entendu parler. Oui. Non. Voilà. C'est un film de Paul Thomas Anderson, qui est un cinéaste très intéressant, qui a fait d'excellents films, There Will Be Blood, etc., qui, même si c'est pas toujours d'une grande finesse et d'une grande subtilité, sont des films très marquants. Et là, il a fait une bataille après l'autre, c'était dans le genre aucune finesse ni subtilité, il était quand même très fort pour ça. Là, si tu veux, il devient un peu Tarantino, quoi. C'est-à-dire que tu vois, en fait, c'est un film qui raconte, je fais une petite parenthèse pour montrer à quel point le film de 2006 était bien, pour dire que celui de 2025 n'a rien à dire, en fait, sur la politique, sur le militantisme, etc. Tu vois DiCaprio, qui est la star un peu pénible du film, qui est montré de manière un peu ridicule, un ancien activiste d'extrême gauche, comme on dirait aujourd'hui, qui se bat contre l'État en prenant les armes, donc vraiment un peu plus à gauche que Mélenchon quand même. Et en gros, pareil, le film ne traite pas le sujet, montre cet engagement comme quelque chose d'un petit peu drôle, et ne parle pas du monde contemporain, en fait. Pardon ? Et désuet aussi. Oui, très désuet. C'est un vieux truc. Ouais, c'est ça. C'est un film qui est très, très, très en arrière sur son temps. Donc, voilà, par opposition, je conseillerais aux gens qui n'ont pas aimé ce film-là,
ou qui ne l'ont pas vu, ou qui l'ont aimé, de se faire une petite cure de militantisme et de radicalité en voyant effectivement Les Fils de l'Homme. Puisque Les Fils de l'Homme, en fait, ce qui est très intéressant, c'est la façon dont il montre un monde en déliquescence, d'où le fait que c'est celui qui m'est venu en tête quand on a parlé de ce sujet, quand tu as évoqué cette question d'être en voie de sous-développement. Puisque la Grande-Bretagne qui est décrite est donc totalement insulaire, bunkérisé, le reste du monde n'existe plus, on sent qu'il a disparu, qu'il y a eu des guerres, il s'était évoqué à plusieurs moments. Ça fait un peu penser à V pour Vendetta d'ailleurs, qui est sorti à peu près à la même période et qui parlait aussi un petit peu de ça, même si c'est beaucoup plus dans un genre... Enfin, les deux films sont à rapprocher. Dans une autre mesure aussi, ça me fait un petit peu penser à la série de HBO Years and Years qui est sortie il y a 5-6 ans, je crois. Ouais. J'aurais pu en parler, mais elle m'avait pas suffisamment marqué. Puis le fait de se retaper une série. Mais elle était intéressante. C'est une rare série qui parle comme de ça. S'étalait en fait sur un truc de série, ça s'étalait beaucoup plus dans le temps. En fait, ça montrait tout le processus en fait au fur et à mesure de son évolution. Et l'évolution des gens en réaction à ça en fait. Moi, je trouvais ça pas mal. Pour les personnes qui peuvent effectivement s'intéresser à cette question-là du déclin, c'est une série qui est souvent citée. Moi, encore une fois, elle m'a pas plus marqué que ça, mais je me souviens d'avoir trouvé ça intéressant. Et donc, en tout cas, le Royaume-Uni est montré, encore une fois, comme un endroit qui se croit protégé, mais globalement qui est en voie de pourrissement sur place, en fait. Et on voit bien, et en regardant, que la fertilité, c'est pas vraiment le problème. D'ailleurs, il y a un des personnages qui dit à l'autre, à un moment, le monde est foutu, il était déjà trop tard, avant même cette histoire de non-fertilité. Le monde est déjà mort, et la petite graine d'espoir, en fait, qui naît avec cette femme enceinte, elle vient pas tant du fait qu'elle soit enceinte, elle vient du fait que ça va donner à nouveau l'impulsion au héros d'essayer de se battre pour ce qui est encore là. Et ce qu'on voit, en fait, pour moi, le film, il est résumé par un plan qui est très iconique. C'est une voiture de luxe qui traverse une foule dans un Londres sale, encombré, avec des pousse-pousse qui traversent un côté très très bizarre en termes de mélange, justement, avec l'imagerie du sous-développement. Il manque juste un ou deux tuk-tuk et puis de la street food un peu chelou et t'auras tout, quoi. Ouais, c'est vraiment ça. Et c'est cette voiture de luxe qui fonce à cette foule à bigarrer pour aller voir un ami qui est un riche qui, en fait, vit dans une espèce d'endroit totalement aseptisé, coupé du monde, gardé par des policiers, et qui juste a récupéré la peinture Guernica et l'a affichée devant lui. Donc c'est une espèce de muséification, de nostalgisation absolue d'une classe sociale qui vit coupée du monde et qui se repaît de ce qui était beau et grand avant, sans avoir le moindre espoir de retrouver cette grandeur. Et ce qui est intéressant surtout, c'est quand on sort de la peinture des milieux privilégiés et même de la classe moyenne auquel appartient le héros, pour en fait, dans son périple, en fait, il va se heurter, il va découvrir un petit peu ce qui se passe pour les immigrants. Parce qu'en fait, le film est une métaphore très claire de la façon dont les pays développés traitent ceux qui essaient de s'intégrer à son modèle, de parvenir jusqu'à elle pour y faire sa place. C'est pour ça que j'avais mentionné Years on Years, justement, où c'est un des sujets qu'on voit pas mal. Et c'est un sujet qui est un peu plus d'actualité, pour le coup. Et vraiment, il y a les camps de réfugiés que visite le héros, c'est vraiment une espèce de mélange entre des camps de concentration. Et ça fait appel aussi à l'imagerie à l'époque très présente de Abu Ghraib. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cette prison américaine en Irak où des prisonniers étaient justement humiliés. Et il y a la même à Guantanamo aussi. Dès que c'est extraterritorialisé, ils se lâchent, quoi. Voilà. Et vraiment, le film prend fait et cause pour ces déclassés, montre aussi qu'ils se bouffent entre eux. C'est pas, le film n'est pas dans l'angélisme en train de dire voilà. Les riches sont nuls, la classe moyenne se voile les yeux et les pauvres sont l'avenir du monde, même si malgré tout, on sent qu'il y a un peu de ça. Ça reste un sale gauchiste. Oui, mais il y a quand même encore ce côté, si tu crèves la dalle, t'es prêt à tout pour bouffer. C'est ça. Qui est encore visible quand même malgré tout. C'est ça. Et le film surtout se termine par alors je pourrais en parler des heures de ce film, c'est un film qui est inépuisable et je vous conseille vraiment de jeter un petit coup d'œil pour vous rafraîchir la mémoire ou pour le découvrir. Il y a quand même cette idée à la fin que la seule issue pour sortir de cette situation mortifère, où on voit juste les choses se dégrader autour de soi,
c'est la rébellion. Et l'élément déclencheur, l'un des éléments déclencheurs, on devine que c'est l'apparition de cette femme enceinte dont son secret va vite être éventé, mais on va assister effectivement à la fin du film à une espèce de soulèvement dans ce camp de réfugiés où se sont bizarrement et paradoxalement réfugiés justement le héros et la jeune femme pour se protéger. C'est assez ironique. Eh bien, il y a tout un soulèvement qui en appelle à l'imagerie de la Révolution française. On voit à un moment passer un bataillon de Français qui chantent la Marseillaise. Et puis, toutes les images de guerre civile. C'est un film qui est extrêmement immersif. Il y a des plans séquences. Il est connu pour ça. C'est au-delà de toute sa thématique passionnante. Il est formellement remarquable et impressionnant parce qu'il n'arrête pas de plonger le spectateur par la force de sa mise en scène et par des plans séquences virtuoses dans le moment, en fait. Et il y a des moments, effectivement, qui sont de guerre civile, de guerre urbaine, qui sont impressionnantes parce que ça a fait appel à beaucoup d'images qu'on a vues et que ça te plonge vraiment dans des scènes qui font froid dans le dos parce qu'on ne peut pas s'empêcher, quand on est des déclinistes réacs comme nous, de craindre qu'un jour, ce genre de choses puisse arriver si on continue à exploiter, parquer, stigmatiser les plus pauvres, ceux qui viennent d'ailleurs, jusqu'au point où il n'y aura plus que la violence pour obtenir justice et pour obtenir réparation. Surtout que les images telles qu'elles sont montrées, elles font vachement écho à des trucs qu'on peut voir déjà par ailleurs à d'autres endroits, et c'est juste qu'on n'a pas envie que ça arrive chez nous, mais quand ça se passe ailleurs, on regarde pas tellement, quoi. Alors voilà, le film parle de plein de choses, hein. Encore une fois, la xénophobie, le fascisme, le terrorisme, c'est une grande partie du film. La pollution aussi, les rares fois où la caméra s'aventure à filmer l'Angleterre rurale, c'est vraiment un no man's land désolé, qui poisseux, où on sent encore une fois, la nature a déjà laissé tomber, quoi, quelque part. Oui. Et l'homme survit comme une moisissure sur ce qui reste encore de viable. Oui, puis comme tu l'as mentionné d'ailleurs, l'environnement est considéré comme une des causes possibles de tous les problèmes de natalité qu'il y a, etc., quoi. Enfin, de non-natalité. Ouais. Voilà, ça pourrait être un film un petit peu, encore une fois, déprimant, hein. Tout ce que je viens de dire, franchement, et tout ce qu'on vient de dire pendant cette émission, ça donne pas forcément envie de chantonner que la vie est belle. Et en même temps, moi, je trouve que c'est l'un des rares films qui essaie vraiment, en fait, de nous mettre le nez dans ce qui nous pend au nez, justement. Tout en ne baissant pas les bras et tout en promouvant quand même, effectivement, quelque part, la révolution, clairement, ou en tout cas un changement de société qui soit peut-être violent, mais qui soit salvateur. C'est quand même un film extrêmement radical et c'est dommage, quelque part, qu'il ait eu si peu de descendance. Je trouve que c'est pas un film qui a beaucoup marqué. C'est un film qui a eu un petit succès et qui a surtout grandi avec le temps, mais à l'époque, il est sorti dans une relative indifférence. Il n'y avait pratiquement aucune critique dans la presse française. Il est sorti un été, je crois, et ça a vraiment pas du tout fait... Ça a fait un peu pchit. Et je trouve ça vraiment dommage qu'aujourd'hui, il faille imaginer des planètes extraordinairement lointaines avec des personnages bleus pour revivifier l'idée de l'anticolonialisme, de la révolution, etc., de manière, je trouve, beaucoup plus maladroite et beaucoup plus discutable que ce film de 2006 dont je vous recommande la vision. Très bien, merci beaucoup. Merci beaucoup. Pour une fois, j'avais vu ce film, mais c'est vrai que je l'ai vu il y a longtemps, donc il y a plein de choses que j'avais oubliées, donc c'est un peu comme si je ne l'avais pas vu. Moi, j'avais été marqué par cette scène où ils essayent de se carapater en prenant une bagnole et la voiture démarre pas, et les gardes commencent à tourner la tête et à regarder ce qui se passe. Et c'était le stress ultime. Mais aujourd'hui, les voitures démarrent facilement grâce à... Il y a des scènes d'action dans ce film, en tant que pure scène d'action, qui sont vraiment remarquables. Et encore une fois, parce que justement, elles sont très prosaïques. Cette scène dont tu parles, c'est une scène de fuite, où le héros monte dans la voiture. C'est une scène qu'on a vue 5000 fois. La voiture démarre pas, les autres arrivent, et du coup, il se retrouve à pousser la voiture. Enfin, il y a un côté qui est super haletant et très concret, en fait. C'est une voiture, ça tombe en panne, surtout dans ce monde-là. Et qu'est-ce que tu fais quand t'es pas Tom Cruise et quand t'as pas de chaussures, parce qu'en plus il est sorti sans chez chaussures, il se blesse les pieds pendant toute la moitié du film, il a pas de chaussures, c'est presque une sorte de gag récurrent. Voilà, quand la matière se rappelle à toi. Et c'est aussi un film très matérialiste, et c'est ce que personnellement je préfère. Il est pas théorique du tout, il est ancré les pieds dans la boue.
Alors, on Oui, va bon. parler un peu des petites recommandations, des choses qu'on a vues, qui nous ont plu, et qu'on a envie de partager. Yann, peut-être, tu veux commencer? Oui, Non. alors ces derniers temps, pas grand-chose, je Ouais. dois bien l'admettre. Ah. Donc voilà. Ah, je peux parler d'un film? Oui, film vas-y, parle d'un Vas-y. film. Ah, j'ai parlé d'un film. On est surpris. Alors j'ai parlé d'un film que j'ai pas vu parce que j'adore conseiller des trucs que j'ai pas vus. Non, plus sérieusement, j'ai parlé d'un podcast sur un film que j'ai pas vu. Le film en question, c'est Hors Service. J'en ai entendu parler, c'est un documentaire qui est sorti l'an dernier, d'un jeune cinéaste français qui s'appelle Jean Boiron-Lajoux, qui a réuni une demi-douzaine de personnes dans un endroit désaffecté pour leur faire parler de leur parcours professionnel. En fait, ce sont 6 fonctionnaires de l'enseignement, de la fonction hospitalière, un facteur, un flic, etc., qui croyaient vraiment en ce qu'ils faisaient, et puis se sont retrouvés tellement dégoûtés par le sabotage de du service public dans lequel ils croyaient et pour lequel ils travaillaient, qu'ils ont fini par démissionner. Et donc le documentaire parle un petit peu de ça et de leur ressenti. Ce qui est donc voilà, je peux pas me permettre vraiment de le recommander, mais je trouvais que c'était intéressant parce que c'est en lien avec le sujet qu'on a, qui est effectivement dans ce genre de situation où on est en voie de sous-développement. Il y a des gens qui se battent pour qu'on reste à flot, mais ces gens-là, ce sont ceux qui vont finalement se décourager le plus vite. On connaît tous, je pense, peut-être nos auditeurs, nos auditrices aussi, des enseignants, des enseignantes qui ont vraiment le métier, la vocation vrillée au corps, qui sont pas là par hasard, qui sont quand même malgré tout dégoûtés et qui cherchent à partir ou qui sont déjà partis. Ouais, Alors, en général, c'est l'institution. Oui, qui très honnêtement, je pense que vous savez que j'en connais un certain nombre, mais je pense que tout le monde en connaît. Mais de ceux que je connais, c'est précisément ceux qui aiment le plus leur boulot qui sont les plus dégoûtés. Voilà. Et Parce donc, que les autres, ils s'en foutent. Ils y vont pour faire rentrer du pognon à la fin du mois et payer leurs factures. Et je peux même pas en vouloir aux gens qui font ça, parce que à la base, on est un peu forcé de faire ça tous, quoi. ouais. Mais ceux qui en plus prennent leur boulot à cœur et tout ça, c'est eux qui prennent cher parce qu'ils ceux qui souffrent le plus. Et cette souffrance, justement, elle est décrite dans le podcast dont je parlais, qui s'appelle juste Hors Service, le podcast, où en gros, ils font parler le documentariste, c'est très intéressant, et aussi des experts, et notamment, je recommande l'écoute de ce podcast, ne serait-ce que pour le témoignage de Gabriel Pérez, qui est professeur de philosophie dans un lycée d'Île-de-France, mais également syndicaliste et psychologue du travail, qui décrit énormément de choses qui m'ont beaucoup intéressé, notamment l'acrasie, par exemple. Savez-vous ce que c'est que l'acrasie ? Non. En fait, c'est une réduction presque volontaire du champ de la pensée, parce que penser, c'est affronter les conflits, et donc c'est prendre le risque de souffrir, et c'est en fait un moyen de défense qu'ont les gens quand ils sont confrontés à des situations inextricables qui leur causent de la souffrance. C'est quelque part d'arrêter de penser. Il parle aussi de souffrance éthique, tous ces gens effectivement qui croient dans le progrès social, qui croient dans leur métier, leur vocation, et qui ont cette souffrance éthique, j'adore cette notion, au point de finalement faire un burn-out éthique. Et le clivage également. Quand un même individu peut avoir 2 fonctionnements distincts, c'est-à-dire épouser la violence du système totalement, c'est-à-dire au contraire être un bon petit soldat, tout en se pensant totalement moral et en sans justification. Donc ne serait-ce que pour cette intervention-là, je recommande ce podcast sur ce film que je n'ai pas vu, Hors Service, le podcast. Très bien. Moi, je vais parler d'un article, mais qui est malheureusement derrière un paywall, donc qui est un article, une chronique du Monde, professeur d'économie qui s'appelle Pauline Grosjean, je suppose est française, en tout cas francophone, mais qui enseigne en Australie, et qui donc écrit une chronique qui dit « Même unilatérale, la décarbonation de l'économie européenne est rentable ». Peut-être qu'en allant voir ce qu'elle écrit en termes académiques et tout ça, il y a peut-être moyen de récupérer le contenu de l'article. Et donc je trouve ça très intéressant comme justement un peu un jalon et un élément intéressant par rapport à toutes ces questions d'environnement, parce que c'est l'argument massu de l'écologie punitive selon le concept idéologique de la droite, en disant non mais on va pas se faire du mal. En fait, ne pas décarboner l'économie, c'est se faire du mal. Voilà, il y a d'autres arguments, mais elle explique que ne serait-ce que par la pollution que ça induit d'utiliser des énergies fossiles qu'on n'a pas chez nous, et le coût que ça coûte, puisqu'il faut les acheter à l'étranger. Et les faire venir. Et les faire venir, et que comme il y en a de moins en moins, c'est de plus en plus cher. Et que les faire venir consomment en plus une partie de ces ressources. Donc ça fait des gens malades, et ça nous coûte énormément d'argent, et donc cet argent, on pourrait le mettre dans des énergies renouvelables, décarbonées, etc., et qu'en fait, c'est d'un point de vue purement business, purement financier, c'est une chose à faire. Donc je trouvais cet argument, on peut évidemment avoir plus d'ambition que ça,
mais face à quelqu'un qui a des vues assez courtes, je trouve que c'est quand En même un général, les excellent gens qui argument. prennent les décisions, si tu leur parles de profit, ça marche mieux. C'est ça, tout Et à fait. même dans le Dis-moi. taf, j'avais tendance à faire ça parce que je me disais ouais l'éthique ça se vend pas, donc je vais essayer de Oui. trouver un moyen d'obtenir le budget parce que en leur disant bah voilà voilà le profit attendu. Mais dis-moi, où est-ce qu'on peut trouver ce lien et plein d'autres très intéressants? Ah, donc, Oui. on mettra tout sur la vidéo donc sur Peertube, notre chaîne Peertube, et toi tu es un social traître, tu mets également ça sur YouTube. Moi, je fais du piratage. Voilà. Mais il y a aussi sur, je l'ai lu, je crois, notre petit Oui, notre, groupe. voilà. Je l'ai lu, qui est notre groupe sur je l'ai lu, donc qui est dans le Fediverse, donc un réseau social libre qui ressemble à Reddit, où on peut partager des éléments. Et notamment, j'avais rédigé des éléments par rapport à ce sujet. Je pense que c'est pas mal, et donc on peut ajouter des articles et partager des idées avant, après. Et il y a plein d'autres articles qu'on partage, notamment celui-là que je viens de mentionner, et plein d'autres. Et ça vous permet, Donc- chers auditeurs, chères auditrices, peut-être de dialoguer avec nous, puisqu'il est possible Voilà. d'échanger sur... Oui. On existe J'ai en lu. vrai. Ouais, jusqu'à preuve du contraire. Mais voilà. Très bien, on s'arrête là. Merci beaucoup, et à la prochaine. Merci. salut. Salut.